Non, mais la peinture, c'est ma vie. Si vous retirez la peinture, il n'y a plus de vie. Ça a toujours tout commandé, ça commandera, je pense, toujours. La peinture dévore tout, c'est une chose dévorante, qui n'admet pas les concessions. À partir du moment où on en fait une, on est perdu. Toutes les époques sont clownesques, mais effectivement, le clown peut se permettre tout, ça permet tout. Et tous les déguisements, toutes les caricatures, c'est la liberté. Il y a toujours eu des gens qui m'ont adoré et des gens qui m'ont détesté. Et depuis toujours, toujours. Il n'y a pas de milieu. Avec moi, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. On aime ou on n'aime pas. Bernard Buffet, qui êtes-vous? Question que j'ai entendu poser 100 fois, que j'ai lue dans des yeux que la curiosité rendait indécents. Question inutile, qui reste sans réponse. À moins qu'un silence insondable, un regard glacé n'en soit une. Alors, pourquoi me direz-vous, suis-je en train de noircir une page blanche? Peut-être ai-je tout simplement cédé au bonheur de parler de l'homme que j'aime et du peintre qu'il est. Je n'ai pas choisi la facilité en me risquant à faire ce que j'appellerais croquis en vue d'un portrait. Aussi longue soit ma vie, je doute de parvenir un jour à cerner cet être aux multiples facettes. À chaque début de printemps, j'attends avec impatience le moment de découvrir le thème qu'il a choisi d'explorer. Cette fois encore, comme de coutume, j'ai poussé la porte de l'atelier, la curiosité à vif. Et sur le chevalet trônait notre maison. Bernard avait décidé d'en faire des paysages et des vues intérieures à la manière d'un portrait fouillé de quelqu'un que l'on aime. Je peins tous les jours. Si je peins pas, si je travaille pas, je suis de mauvaise humeur, je suis pas à l'aise, je suis pas bien. J'ai commencé à dessiner, j'avais 8 ans, 7 ans. Je voyais les choses dans les livres de classe, dans les vitrines des magasins. Je copiais dans les livres, les choses. Je crois que si on a envie de faire quelque chose, on le fait sans qu'on vous donne des balles, quoi que ce soit. Mes parents étaient séparés. Il y avait des problèmes d'argent. Ça, je ne peux pas dire que j'ai été favorisé. Je n'étais pas du tout dans un milieu artistique loin de là, mais j'ai toujours été attiré par la peinture, j'ai toujours fait de la peinture.
Voilà, ma mère est morte seule quand j'étais jeune et mon père ne s'occupait pas de moi, ce qui fait que j'étais pas absolument tranquille. Je faisais ce que je voulais. Un parcours exceptionnel attendait Bernard Buffet. Il est né le 10 juillet 1928 à Paris et peint ses premières toiles à l'âge de 13 ans. Collégien médiocre, il est renvoyé du lycée Carnot en 1943. Il a alors 15 ans. Il suit des cours de dessin et prépare son entrée aux Beaux-Arts, qu'il réussira la même année. Il y restera 2 ans. À 19 ans, Bernard Buffet expose pour la première fois ses œuvres. En avril 1948, le grand collectionneur Maurice Girardin découvre le jeune peintre. Il va alors l'aider et le soutenir. Propose à Bernard Buffet d'entrer dans sa galerie avec un contrat d'exclusivité. Contrat qui sera par la suite partagé avec Maurice Garnier. 3 mois plus tard, en juin 1948, Bernard Buffet obtient le prix de la critique ex aequo avec Bernard Lorjou. Ça a été un choc parce que on le comparait avec ce que l'on voyait d'autres. Il y avait d'une part les peintres qui étaient déjà connus et qui avaient fait leur carrière dans la première moitié du siècle, et puis les autres jeunes peintres. Et ils se détachaient terriblement du lot. Parce qu'il y avait une vision nouvelle, une personnalité nouvelle. Son art était essentiellement un expressionnisme dont on peut y trouver la source chez Enguerrand-Carton, l'auteur de la Pietà d'Avignon, chez Matthias Grunewald, l'auteur du Polyptyque d'Isenheim. On pouvait aussi le rapprocher d'Alberto Giacometti, expressionniste angoissé, ou de Francis Gruber, l'initiateur du misérabilisme. Ses premières toiles imposeront déjà le style Buffet qui marquera toute l'œuvre. Bernard Buffet est, entre 1947 et 1958, le phénomène de l'art à Paris. En 1955, il remporte la première place au référendum organisé par la revue Connaissance des Arts, désignant les 10 meilleurs peintres d'après-guerre. Il n'a que 27 ans. 3 ans plus tard a lieu la première rétrospective de son œuvre, réunissant 150 tableaux qui attireront plus de 100 000 visiteurs. C'est le début d'une notoriété fulgurante qui ne fera que s'accroître au fil du temps. sortions de la guerre, nous sortions de l'occupation, des privations. C'est pour cela que sa peinture a été au début appelée misérabiliste. C'est parce qu'il était sous l'influence de l'époque. Il n'avait pas de matériel pour peindre. Il volait des draps ou des nappes chez sa grand-mère pour pouvoir peindre. Il peignait sur n'importe quel tissu, avec n'importe quelle peinture. Et comme les peintures étaient quand même encore chères, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il peignait avec si peu de matière, si peu de couleurs, parce qu'il n'avait pas de moyens.
j'étais fasciné par la manière dont il s'exprimait avec des gris simplement et pas de couleur pratiquement. J'ai adoré ça tout de suite. Ces compositions qui étaient tout à fait modernes et qui nous amenaient à des choses qu'on n'avait jamais vues, surtout dans ces natures mortes. Et puis le fait par son dessin qui était tellement exceptionnel, qui nous faisait redécouvrir tous les objets usuels dont on ne voyait jamais sur les toiles, comme aussi bien un panier à salade qu'une casserole. Et il a fait rentrer ça dans tous les grands salons. Je trouve ça assez extraordinaire. Mais ses compositions étaient vraiment très particulières. Le numéro 55 par Bernard Buffet, cette très importante toile, nous commençons à 200 000 francs. Numéro 55, nous commençons à 200 000 francs, 250 000, oui, 300 000, 360 000, 380 000, 400 000, 420 000, 450 000, 500 000, 550 000, 600 000, 650 000, 700 000, 750 000, 1 million, 1 million 100 000, 1 million 200 000, 1 million 300 000, 80, 1 million 880 000, 2 millions 200 000, 2 millions 300 000, 2 millions 400 000, 2 millions 700 000, 2 millions 800 000, 3 millions. 3 millions au premier rang. Plus à droite, c'est vu à 3 millions, je juge, pas de regret. Adjugé 3 millions. Son graphisme est tellement exceptionnel, comme dans ce Christ qu'il a fait lorsqu'il avait 18 ans, qui est, si vous voulez, aussi beau que le Christ de Grunewald qui se trouve au musée de Colmar. C'est un Christ du XVIe, et cette espèce de souffrance absolument extraordinaire qui se dégage de cette œuvre me semble, pour quelqu'un de 18 ans, tellement exceptionnel que ça présage une carrière tout à fait unique. Il y a une base qui est le dessin, enfin, ça ne peut pas s'en passer. Si vous n'avez pas de dessin, vous n'avez plus rien. Hein. Ça n'existe pas. Prenez dans la peinture à travers les siècles, vous avez toujours le dessin. Hein. Le peintre est un des rares créateurs qui travaille totalement seul. De l'atelier à la simèse, le tableau est sa chose. Il a le droit de vie et de mort sur son œuvre. Si l'on voulait comparer cette création à l'acte d'amour, on pourrait dire qu'en ces instants, l'artiste devient hermaphrodite. Il vit simultanément les joies de l'amour attentif, l'inquiétude de la gestation, les souffrances de l'accouchement, pour ne retrouver la paix tant physique que morale qu'à la naissance acceptée de son tableau. C'est pourquoi
Il ne faut pas trop parler devant un tableau. Il est vivant, et comme un enfant, rien peut le blesser. J'ai toujours plusieurs thèmes en tête. Alors au moment, quand vient le moment où comme je fais toujours ça l'été, il y a toujours un thème qui se détache des autres. Mais sans ça, j'en ai toujours plusieurs. 20 milieux sous les mers, c'est un peu en dehors du reste de l'œuvre de Jules Verne. Le capitaine Nemo est une espèce de personnage, il est entièrement anard, enfin, le capitaine Nemo. C'est très extravagant, mais en même temps dans un contexte très bourgeois. C'est des aventuriers bourgeois. Le dessin, une fois que le dessin est, à mon avis, parfait, à ce moment on commence la peinture. Commencer la peinture, c'est comme commencer le dessin, il y a un tâtonnement, puis ensuite ça pousse, ça devient comme une plante, ça grandit, ça pousse, il y a un morceau qui vient de mieux qu'un autre, et puis il faut que ça finisse par faire un tout. On revient toujours à certaines couleurs, à certaines harmonies qui sont toujours un peu les mêmes. Puis la couleur vient suivant les objets, les habits des personnages. C'est un peu comme un cuisinier, si vous voulez faire de votre cuisine, autant employer des bons ingrédients. Enfin, autant employer les bonnes couleurs. Comme toute ma vie, c'est la peinture, je concentre le maximum de mon temps où je suis dans le meilleur état à ma peinture. Le reste du temps, ça ne compte pas. Je me repose. Enfin, c'est un peu comme les coureurs cyclistes. Quand ils ont une étape de repos, c'est une catastrophe. Alors, comme j'ai fait beaucoup de toiles, les gens s'imaginent que je vais me faire aider. La vérité, c'est que je travaille beaucoup, c'est tout. Et quand on aime les choses, on ne peut pas supporter de se faire aider. Ça agace, ça. J'ai toujours eu des horaires très stricts, qui se décalent, qui vont plus tôt ou plus tard. À un moment, ça s'était tellement décalé que ça commençait à 7h du soir pour finir à 5h du matin. Alors ça n'arrangeait pas les choses. Mais j'ai toujours eu des... Si on veut vraiment travailler, il faut... On ne peut pas se permettre la vie d'artiste. J'aime pas beaucoup les artistes. C'est pas des gens que je fréquente volontiers. Moi, j'ai plein de copains peintres, mais eux aussi ne se considèrent pas comme des artistes. Les gens qui sont des artistes, c'est pas des peintres. C'est des plaisantins. C'est un con, un artiste. C'est Fernand Léger, quand on lui parlait professeur, il était peintre, pas artiste.
les thèmes que l'on retrouve très souvent dans son œuvre, il y a d'abord les thèmes habituels de tous les peintres, c'est-à-dire les natures mortes, les paysages, les nus, et ce qui est plus rare à notre époque pour un artiste, c'est les portraits. Mais les thèmes principaux de son œuvre sont toujours des thèmes très dramatiques, d'un expressionnisme très fort. C'est ça qui est le plus important et le plus intéressant chez lui. La diversité des sujets qu'il a abordés, si elle éblouit par l'imagination sans frein qu'elle révèle, ne parvient pas à masquer une sensibilité d'écorché vif. Le hurlement de douleur d'un adolescent horrifié par les atrocités de la guerre et par la bassesse des humains. Le refus de rejoindre des adultes qui salissent son idéal et qu'il condamne sans hésitation à une tragique solitude. Triste la peinture de Bernard? Non. Féroce, violente, révoltée, dérangeante comme un cri d'alarme. La peinture est une chose violente, c'est pas une chose tranquille. La peinture tranquille, c'est bonnet. La peinture est une chose sensuelle, c'est pas une chose intellectuelle. Ce que je cherche à faire, c'est de la peinture. Ensuite, on attribue les choses, c'est triste, c'est gai, mais le principal, c'est de faire de la peinture, c'est tout. L'homme aime se battre, je crois que c'est une chose, c'est dans la nature de l'homme. Les gens prennent plaisir à gâcher les trésors qu'ils ont. Enfin, tous les temps, les artistes ont toujours fait leur petit travail consciencieusement pendant que d'autres gens se battaient, faisaient des révolutions, faisaient n'importe quoi. Une chose qui m'avait frappé de l'Empire, enfin du Premier Empire, c'était en fin de compte qu'ils avaient plaisir à faire la guerre. C'était beau, ils s'habillaient très élégamment pour aller faire la guerre. C'était une fête pour eux, la guerre. Sous l'Empire, sous Napoléon, c'était la grande fête. Et les généraux d'Empire c'était aujourd'hui, ça serait des remarquables truands. Je faisais un portrait d'Annabelle à Saint-Tropez. J'avais choisi la Ponce en fin d'après-midi parce que la lumière est plus dorée. Et puis j'ai commencé à travailler avec elle. Et à ce moment-là, Bernard Buffet est passé. Je le connaissais donc depuis déjà un certain temps. Et je lui ai dit, vous voulez pas faire une photo avec Annabelle? Et il m'a dit, oui, mais je la connais pas. Je lui ai dit, c'est pas grave, je vais vous la présenter. Et puis voilà, il nous a présenté, il nous a posé là sous cette fenêtre. Et il a fait cette photo, et tout à fait innocemment, ce cher Luc. Et nous, on s'est mis à se parler, et vous voyez, on en est 40 ans après. Et ce qui est extraordinaire quand on regarde la photo, c'est qu'on a l'air de se connaître depuis toujours. Enfin, il y a une intimité sur cette photo incroyable, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Et ensuite, il m'a dit, à la fin de la prise de vue, il m'a dit, si vous voulez, vous pouvez venir à mon anniversaire, si ça vous amuse, si vous êtes toujours dans la région, à Château-Larc. Je sais pas, c'était une semaine après. Et il m'a dit, vous pouvez venir accompagner. Je lui ai dit, bah oui, si vous voulez. Et puis je suis venu avec Annabelle, et ils ne se sont jamais quittés.
C'est le destin, je crois, ça. C'est vraiment le hasard. Pourquoi on s'est connus ce jour-là? Quand on lui demande où il m'a connu, il répond sur le trottoir. C'est presque vrai, c'était un bistrot sur le trottoir. C'était pas tout à fait le trottoir quand même. Quoique, ça ne me déplaît pas l'idée. Il avait fait toute une série, il avait fait toute une exposition sur moi. C'était vraiment tout ce que je pouvais être dans tous mes moments de ma vie. C'était à la fois très indiscret, pour moi fascinant. Tandis que quand il peint, il est extra-lucide quelque part. Je me disais comment il peut faire. Il m'assoit sur une chaise 5 minutes et au fond j'avais la sensation qu'il savait tout de moi. Puis quelquefois il fait des portraits de moi qui ne sont pas des portraits de moi. Je me retrouve dans des tableaux où je retrouve des gestes. Je me dis tiens c'est drôle, ça c'est un geste que j'ai tout le temps. Que je peux retrouver dans une toile qui peut être la Révolution française ou tout à fait quelque chose qui n'a rien à voir avec moi. C'est amusant ça aussi. Je me retrouve souvent dans les tableaux, même si la tête ne me ressemble pas, je veux dire. Et puis c'est rassurant quand on aime quelqu'un de voir qu'on est toujours présent dans sa vision du quotidien, tout de même. Il pourrait ne plus me voir depuis le temps. Dans la peinture de Bernard, ce qui me touche le plus, c'est son perpétuel combat contre la mort. Il regarde toute chose comme devant disparaître, et il retient. Retient l'instant, retient la lumière, retient les lignes, retient les lieux. Faut qu'il reste là.
ce combat est son combat permanent. Ce qui aussi explique qu'il voit toujours le squelette sous ce qui est devant son regard. Le squelette des êtres, le squelette des formes, le squelette des arbres, le squelette... Et le squelette, je dirais, le squelette du temps. Peint d'après l'enfer de Dante, marque à mes yeux un des sommets de l'art contemporain. Pour moi, il se dégage de ces damnés une tragique solitude, une détresse, une déchirante lucidité qui ressemble étrangement au stérile désarroi qui ronge le monde moderne. On y retrouve l'effroi des horreurs de la guerre, plus puissant, plus clairvoyant. La vision de l'univers de glace où mène irrépressiblement l'égoïsme, la cupidité, la lâcheté. Le temps passe, c'est normal. C'est naturel, la vie, et puis ensuite la mort est une chose tout à fait naturelle. Les gens sont angoissés par la mort, je ne sais pas du tout. Moi j'aime bien la mort. J'ai même failli me suicider plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Non, moi, je vois la mort comme une chose, enfin, s'il n'y a pas de handicap, comme une chose plutôt agréable. Quand vous allez Saint-Jean, il m'arrive à de l'autre côté. Moi, je suis croyant. Ah ouais, sans hésitation aucune. Il y a des gens que ça surprend. Comme disait Corot, quand je peins, c'est pas mal. Puis quand c'est bien, c'est qu'il y a un petit ange qui est passé. C'est une belle définition. Les thèmes religieux chez Bernard Buffet ont été très importants et on les retrouve à différentes époques. Je pense que Bernard Buffet est un expressionniste mystique. Il a une mystique très forte, il est très croyant. Bien sûr, il ne pratique pas, mais il a une religion, une force de croyance en lui énorme. J'habitais une maison à côté d'Aix, et puis j'ai déménagé. Il y avait une petite chapelle que j'avais aménagée. Et comme je ne savais pas quoi faire des tableaux qui étaient assez grands, il s'est trouvé que le secrétaire de Paul VI m'a demandé si je voulais les donner au Vatican. J'ai dit avec plaisir.
Bernard Buffet est un peintre prolifique qui a peint plus de 8000 toiles. De nombreuses expositions en France ont permis de découvrir son œuvre et sa notoriété a gagné le monde à travers de nombreuses rétrospectives. Du musée d'art moderne de Tokyo, en passant par le musée Pouchkine de Moscou ou encore par le prestigieux musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg en 1991, l'art se moque des frontières. C'était là, deux pas. Attends, c'est très bon. Oui, c'est bon. Ça fait penser qu'à dans le grenier. Et ça, par exemple, c'est des très grands tableaux, on ne se rend pas compte. Enfin, on se rend compte quand même que c'est pas possible. Raconter l'histoire de Bernard Buffet, c'est raconter l'histoire d'un homme adulé puis détesté par la critique. Plus il est populaire et plus la critique le déchire. Bernard Buffet connaît l'ostracisme et l'interdiction officielle latente en France. Malgré cela, il figure au même rang que Picasso dans les sondages de notoriété. Inclassable, sa peinture surprend, émeut, dérange ou agresse. Elle ne se raisonne pas, elle se vit. La plus grande rétrospective de l'œuvre a lieu en 1994 dans le Temple de l'Avant-Garde, la Documenta Hall à Cassel. La taille des locaux a permis d'exposer les plus grandes toiles, l'art monumental complet, et d'obtenir ainsi une vision globale sur l'œuvre de ce peintre figuratif. Le peintre figuratif est considéré un peu comme le nègre, on en a honte. Et la peinture officielle maintenant est devenue la peinture abstraite. La peinture abstraite, c'est une chose très limitée, puis ennuyeuse. Alors qu'avec la peinture figurative, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez peindre des bateaux, des maisons. C'est surtout les primitifs qui vont éblouir. La Pietà d'Avignon, je crois, est le plus beau tableau du monde. Tout y résume, toute la peinture. Chaque peinture a sa propre valeur et que chaque peinture représente les sentiments du peintre et aussi, et c'est fait pour créer des sentiments dans l'estomac des visiteurs. Et je crois effectivement Bernard Buffet, sa peinture, elle a exprimé quelque chose aujourd'hui. Et pour ça, le temps pour nous était mûr de montrer Bernard Buffet justement ici. On avait quand même dit à nous, au début, sans la connaissance totale de l'œuvre de Bernard Buffet, on a eu beaucoup de réjections. Je ne veux pas salir ma chemise blanche avec Bernard Buffet, mais exposant l'œuvre totale, les critiques ont changé. Et je crois aussi, si on voit les réactions de presse en Allemagne, il y avait une critique, il y a des arguments pour, il y a des critiques, des points de critique contre. Il y avait une critique équilibrée, je trouvais. Les gens qui pensent que Bernard Buffet n'évolue pas sont des gens qui ne voient pas sa peinture, car il y a toujours des gens qui portent des jugements systématiques sans connaître. Par exemple, quand nous avons édité un livre sur Bernard Buffet, notre attachée de presse l'a proposé à tous les critiques d'art. Et entre autres, elle est allée le proposer au Monde. Et Danielle Lehmann, la chef du service artistique, a dit qu'elle n'avait pas 5 minutes à perdre à regarder ce livre. Pendant 20 ans, je n'ai pas rendu compte de Bernard Buffet. Et je n'allais pas voir ses expositions annuelles. Et pour quelle raison? Vous, critique d'art? Parce qu'on est soumis à l'ambiance, parce qu'il expose à Avenue Matignon et non pas à Saint-Germain-des-Prés ou à Beaubourg. Et l'avenue Matignon a une réputation de milieu d'argent. Il y a une pression donc sur le critique. Il y a une pression morale, il y a un terrorisme moral. Et à un moment, ça m'intéressait de relever ce terrorisme moral.
Et c'est la raison pour laquelle vous avez fait cet article l'année dernière. Premier article depuis 20 ans. Oui. On ne peut pas, par exemple, aimer les abstraits et les figuratifs en même temps. Il y a une pression morale que le milieu exerce sur vous en disant, bon, bah, alors tu écris sur n'importe quoi, tu m'as défendu, mais si tu écris sur n'importe quoi, c'est plus la peine d'écrire sur moi. Bon, c'est un terrorisme intellectuel, ça va jamais chercher bien loin, mais ça existe. Comme c'est un petit milieu, tout se sait et on se rencontre immédiatement. La gloire, moi personnellement, je m'en fous. Par contre, ce qui me dérange, c'est que les gens critiquent sa peinture sans la voir. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y ait pas de rétrospective. Bon, qu'on fasse une rétrospective, que les gens n'y aillent pas, jettent des tomates sur les toiles, ou disent ça serait bien, ça serait juste. Mais qu'on le punisse de tout. Je veux dire parce que les gens en France l'adorent en plus, c'est ça qui est incroyable. Alors pourquoi on ne leur permet pas de regarder? C'est-à-dire que oui, je suis aimé du public et peu apprécié par les esthètes. C'est mieux d'être aimé par le public que par 3 ou 4 tordus. Le 25 novembre 1973, le premier musée consacré à un seul artiste étranger voit le jour au Japon, le musée Bernard Buffet. Son fondateur, M. Kishiro Okano, riche banquier et mécène, a rassemblé plus de 800 toiles ainsi que l'œuvre gravée. Avoir son propre musée à l'âge de 45 ans, c'est un record dans le monde de la peinture française, murmure-t-on à Paris. La popularité de Bernard Buffet est grande en Asie. 2 ans avant la création du musée, en 1971, la galerie Tamenaga expose pour la première fois ses œuvres à Tokyo et plonge ainsi sa peinture au cœur du monde asiatique. We find it's very European. On trouve que sa peinture est très européenne. Et nous, les Japonais, nous admirons cette culture. Et c'est ce que nous aimons retrouver dans les toiles de Bernard Buffet. On the other hand, we have traditional work D'un autre côté, notre peinture traditionnelle est basée sur l'encre de Chine. Et l'on peut constater une certaine similitude entre ce travail traditionnel et le coup de pinceau. La force des lignes de Bernard Buffet particulièrement, ces fameux traits noirs et verticaux. Ce mélange de sensations, de culture ou simplement d'aspect a permis aux Japonais d'apprécier et de comprendre relativement facilement ses œuvres. Autant que je puisse dire, il est ou est considéré ici comme probablement le plus grand artiste du monde. Bernard Buffet a fait une fois une série de sculptures d'insectes et de papillons en 1963. Nous en avons fait faire fondre 2 en bronze, mais il n'a pas renouvelé son expérience. Il se considère comme un peintre et un graveur. Il peint à l'huile surtout, aussi à l'aquarelle. Il dessine, mais il n'a pas fait tellement de dessins. Mais il a fait beaucoup de gravures et de splendides gravures sur cuivre.
Au début, ça a commencé que j'ai gravé sur du zinc. Et puis, j'ai été chez un imprimeur qui était très gentil. Il m'a dit, vous devriez graver sur du cuivre, parce que c'est pas mal ce que vous faites. De fil en aiguille, j'ai été chez la Courrière, un vieil atelier. Ça fait 50 ans que j'y travaille. Pour moi, maintenant, arrivé à un certain âge, c'est assez dur d'enfoncer du cuivre. J'aime bien. La pointe sèche, comme disait Jacques Jacques, c'est la noblesse de la gravure. C'est la chose la plus directe entre le cuivre et l'artiste. Il n'y a pas de cuisine, de vernis, de machin. Ah ben voilà, ça c'est très bon. Comme ça. C'est ouais. Dans les... Ça se confond tout ça. Son œuvre gravée est une œuvre très importante car elle montre très bien son style et son graphisme, qui est une chose essentielle chez lui. Et on retrouve dans sa gravure ce qu'il fait quand il peint. Son travail de gravure peut être considéré comme le squelette d'une de ses peintures. L'homme Bernard Buffet et l'artiste Bernard Buffet, évidemment, ne font qu'un. Mais l'artiste a dévoré la vie de Bernard Buffet. Il y a l'artiste, l'homme est secondaire. L'homme est très misanthrope et il n'aime voir personne. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on le laisse travailler en paix. Il y a des autoportraits qui m'ont fait souffrir, hein, parce qu'ils dénotaient une telle solitude et une telle souffrance que tout d'un coup on se sent très inutile quelque part. On se dit comme cet homme souffre tellement mais je ne sais pas, je pense que c'est sa nature profonde et que personne ne peut rien y faire. C'est quelqu'un de très seul et de très écorché, Bernard. Je crois que c'est une éponge. Il ressent... c'est pas lui qui est malheureux, on vous expliquer. Lui, il est heureux à partir du moment où il a sa maison, son atelier, ses enfants, ses chiens, 3-4 amis et moi. C'est un homme heureux. Mais il n'est pas heureux parce que finalement, il ressent plus ou moins confusément ce que ressentent les autres. Où il est très contradictoire. C'est quelqu'un qui dit très facilement oh, « les gens sont tous des cons ». Mais s'il le pensait vraiment, ces gens lui seraient indifférents et par conséquent, il ne serait pas du tout concerné par ce qui se passe dans le monde. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est là où il est très complexe. Il est très difficile à comprendre. Ça fait quand même près de 40 ans qu'on vit ensemble, j'ai toujours rien compris. Alors je vois pas pourquoi on essaie tellement de le décortiquer.
Merci.